Bienvenue sur Digital Congo Télévision et Radio en même temps pour ce nouveau rendez-vous d'entretien, le rendez-vous du débat de la chaîne numérique. Pour ce nouveau numéro, nous allons évoquer un sujet aussi important. Il s'agit de la conservation de la nature. La République démocratique du Congo a donc adopté en 2014 le décret 14/018 définissant les modalités relatives à l'attribution des concessions forestières des communautés. Eh bien, ce texte, à en croire la plupart des experts, donne la possibilité de rendre les concessions forestières communautaires mieux adaptées aux besoins des communautés locales. Eh bien, au cours de cette émission, nous allons donc aborder cette question avec un accent particulier sur donc la participation de la femme dans la conservation donc de la foresterie communautaire. Et pour en parler spécialement en ce mois de mars dédié à la femme, je reçois sur ce plateau deux grandes dames. D'abord, à ma gauche, il y a Néné Maïzana. Elle est présidente du conseil d'administration des CEFLED, qui est donc la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Également journaliste chargée des questions environnementales, à qui j'ai dit bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors à ses côtés, il y a Jennifer Labarre. Elle est chargée des communications des CAGDFT, donc comprenez le centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tout au long de cette émission, nous allons essayer d'évoquer cette question aussi importante, mais d'entrée de jeu, j'aimerais, je ne sais pas qui va prendre la parole en premier, Néné ou Jennifer, qu'est-ce comprendre par la foresterie communautaire? Bon, merci beaucoup pour m'avoir invité dans cette émission pour parler de cette question de la foresterie communautaire qui n'est qu'un processus établi par la loi au niveau de la République démocratique du Congo qui donne accès aux communautés locales de demander l'espace qui est acquis quotidiennement pour les gérer d'une manière aussi quotidienne, mais aussi sans aussi oublier que l'État établit aussi des lois. Donc, pour faire comprendre au public que c'est ce processus de la foresterie communautaire qui donne accès aux communautés de gérer les forêts acquis quotidiennement et ensemble, une gestion qui est ensemble pour les biens des communautés locales de manière un peu simple pour faire comprendre aux uns aux autres. Alors, je vais peut-être poser la même question à Madame Labarre, mais c'est quoi la valeur ajoutée finalement de cette législation? Je vais revenir un peu en arrière pour épingler un peu les processus en question. Les processus de foresterie communautaire, c'est une innovation en RDC en matière de forêt qui aide les communautés à avoir une possession juridique des espaces coutumiers qu'ils détiennent déjà traditionnellement, comme l'a dit Madame Néné tout à l'heure. En quelque sorte, ça permet aux communautés locales de sécuriser leurs terres. Exactement, de sécuriser leurs terres, mais aussi de garantir leurs droits coutumiers. Absolument. Alors, déjà, le processus en question a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté au niveau des communautés, contribuer au développement local, contribuer également à la cohésion sociale. Une autre valeur ajoutée de ce processus, c'est que ça permet aux communautés d'user de leurs droits sur les espaces qu'ils détiennent en vertu de la coutume, je viens de le dire, comme les décrit la loi. Alors, il faut déjà savoir que ce processus, c'est un processus légal qui tire son fondement dans le Code forestier. Le Code forestier de 2002, dans son article 22, qui stipule que toute communauté peut demander une portion ou la totalité de ses terres qu'ils détiennent en vertu de la coutume, et cela à titre gratuit. Alors, au-delà de cette législation, il fallait des textes réglementaires qui aident à ce que ces communautés sachent comment arriver
à avoir ces espaces coutumiers que nous avons déjà. Comment arriver à les sécuriser? Alors, depuis 2007 déjà, il y avait des initiatives de foresterie communautaire, ça et là, en RDC. Et c'est en 2014 qu'il y a eu vraiment une loi, une législation, donc les décrets que vous avez évoqués tout à l'heure, les décrets 14/018 qui fixent les modalités d'attribution, des demandes d'attribution de la concession forestière des communautés locales, qu'on dit souvent CFCL dans le jargon forestier. On dit souvent CFCL. Alors, ces décrets a permis à ce que beaucoup des initiatives qui étaient déjà en marche ou mises en œuvre, ça et là, dans les provinces ou dans plusieurs communautés, à avoir une ligne de conduite pour aider les communautés à avoir réellement les titres de leur CFCL. Et c'est ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs CFCL, on est dans le 109, je dois encore vérifier, on est dans le 109, près des 109 CFCL et plusieurs d'autres initiatives de foresterie communautaire en RDC. En outre, il y a l'arrêté ministériel 025. Cet arrêté permet aux communautés locales de gérer et exploiter cette concession forestière des communautés locales, cette concession attribuée aux communautés locales. Parce qu'au-delà de la sécurisation, il faut arriver à gérer durablement et exploiter ces espaces qui leur sont octroyés pour apporter ces développements locaux dont fait mention les processus même dans ces objectifs. Alors, au-delà de ça, il y a aussi des outils qui accompagnent. Au-delà de lois, il y a des outils, par exemple, les guides opérationnels. Ça permet l'élaboration du plan simple de gestion, qui est aussi un des outils qui permet l'exploitation de la CFCL. Donc, vous élaborez un plan qui vous permet d'utiliser durablement, de manière rationnelle, la forêt ou l'espace qui vous est donné. Et donc, ces documents, donc les plans de gestion, c'est un document qui, les termes me fuient, mais c'est un document qui permet à ce que les communautés rentrent dans l'exploitation. Sans plan simple de gestion, vous ne pouvez pas aller dans l'exploitation. Et ces plans simples de gestion est élaboré sur base d'un guide opérationnel validé au niveau du gouvernement. Donc, c'est vraiment un processus légal où toutes les étapes, donc de la phase 1 à la phase 2, qui est liée à la gestion-exploitation, tire son fondement dans la réglementation, dans les textes juridiques. Alors, Madame Léné, avant d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet, j'aimerais avoir une petite idée, sinon une démarcation entre la gestion de la foresterie communautaire avant et après la mise en place du processus. Bon, je voulais revenir un peu sur l'historique. Vous savez, depuis l'époque coloniale, au niveau du Congo, c'est plus les colons qui exploitaient la forêt. Et là, c'est l'exploitation industrielle. Mais avant les colons, la communauté, à travers les organisations communautaires qui existaient, les chefferies, nos rois, nos reins, exploitaient les ressources forestières à utilisation communautaire. Ça signifie que tout ce que nos rois, nos chefs à l'époque utilisaient revenait à la communauté. On les partageait ensemble. Et on a regardé des années et des années, les industriels, ils ont utilisé, et il y a eu aussi des revendications. Les communautés ne s'y retrouvaient pas. Et il y a eu des conflits et des conflits. Les exploitations par-ci, par-là, dans nos différentes provinces, où on a exploité, et ici au Congo, on avait commencé au niveau du Bas-Congo. Congo central. Au Congo central. Oui. L'exploitation, les forêts de Mayombe partaient. Et quand il faut dire au niveau de l'Afrique centrale, dans les bassins du Congo, on prend l'exemple du Cameroun, il y a eu l'exploitation. Et les pays du bassin du Congo se sont réunis au niveau sous-régional. Ils ont vu les revendications des communautés et tout ça. On a dit non. Les communautés ont dit, comment est-ce qu'il n'y a que les étrangers ou les exploitants industriels qui ont des concessions et pourquoi pas les communautés?
Parce que les communautés, ce sont les propriétaires des ayants droit de ces forêts. Avant qu'eux viennent pour avoir des industries, c'est nous qui ont protégé. Et c'est nous qui ont géré des années. Mais pourquoi pas nous ne pouvons pas avoir des concessions forestières qui peuvent faciliter les communautés d'avoir aussi des activités commerciales, soit aussi des activités de conservation. Parce que la foresterie communautaire, c'est un multiple usage. Ce n'est pas seulement l'exploitation des bois, mais aussi la conservation. Vous pouvez faire l'écotourisme, vous pouvez faire l'exploitation, vous pouvez... C'est un multiple usage. Et donc, l'État congolais et les pays de la sous-région se sont mis d'accord pour donner à titre gratuit, comme Jennifer l'a dit ici, les concessions aux communautés locales. Et l'expérience du Cameroun a fait qu'au niveau de notre pays, la RDC aujourd'hui, que nous puissions avoir aujourd'hui l'opportunité d'avoir cette foresterie communautaire. Ça a commencé au Cameroun et nous avons tiré des leçons. Là, il y avait 10 000 hectares, mais au niveau de la RDC, on a donné à la communauté 50 000 hectares. Et nous avons applaudi. Et nous avons salué le gouvernement. Parce que pour la première fois, les communautés peuvent avoir les titres perpétuels. Parce qu'avec la foresterie communautaire, l'arrêté que le gouverneur, parce que l'octroi c'est au niveau de nos provinces, le gouverneur donne l'arrêté aux communautés. Et les communautés peuvent se prévaloir les droits d'avoir un titre perpétuel qui peuvent leur permettre soit d'aller dans un marché quelconque. Aujourd'hui, on parle du processus RED, des marchés carbone. Les communautés peuvent aussi avoir des financements qui peuvent leur permettre de réduire la pauvreté, de gérer les ressources et de connaître, parce qu'avec les plans simples de gestion, ça permet aux communautés de savoir quelles sont les ressources qui se trouvent dans ces espaces-là. D'ailleurs, l'expérience montre que dans certains pays, dans le Cameroun, le Kenya, ça a plutôt marché au profit des communautés. Au Cameroun, c'était un peu... il y a des endroits où ça a marché, il y a des endroits où ça n'a pas marché. C'est comme ça que nous, la RDC, nous sommes bénéfiques. Parce que nous avons tiré des leçons. Et nous avons dit qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà pourquoi la foresterie communautaire en RDC, en quelque sorte, nous ne pouvons pas avoir les mêmes échecs que les autres pays ont eu. Parce que nous avons eu le temps de mûrir la question. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir à l'époque une ONG à l'époque, Forcom, le gouvernement britannique qui avait mobilisé des fonds pour accompagner la RDC. Et ça a commencé avec Forcom, ça a accompagné, ça fait la sensibilisation et tout ça. Et CAGFT à travers Théo Gata, que je salue, qui s'est donné corps et âme, et ensemble, avec ces mouvements de la société civile, pour commencer à faire ces plaidoyers, pour qu'on arrive là où nous sommes. Parce que il nous pilote dans ces plaidoyers-là qui peuvent permettre aujourd'hui à nos communautés d'avoir ces titres perpétuels. Alors aujourd'hui, c'est chose faite. Nous allons peut-être essayer d'aborder cette question dans un autre angle où nous parlons de la participation de la femme. Qu'en est-il dans ce processus? Voilà, la participation de la femme dans ce processus, je vais dire, dans cette phase expérimentale, a vraiment beaucoup évolué. Parce qu'au départ, la femme était, en tout cas en dehors, avait une participation passive, je vais le dire. Pourquoi? Parce que c'était lié aux cultures, c'était lié à la coutume. Dès par les ancêtres, la femme ne pouvait pas se mettre à côté des hommes ou autour, là où il y a les hommes pour parler ou dire quoi que ce soit. La femme ne pouvait pas se mettre au devant de la scène. La femme ne pouvait pas prendre des décisions. Si elle va prendre une décision, c'est une décision passive, c'est-à-dire elle parle auprès de son mari et c'est le mari qui le rapporte lors d'une réunion communautaire ou d'une réunion d'ensemble. Donc la femme avait vraiment, n'avait pas de la place. La femme était marginalisée de tous bords. Alors, un des outils de la foresterie communautaire, qui est la stratégie nationale sur la foresterie communautaire, a permis, sur base de ces expériences, de réorienter les approches, d'apporter les approches qui aident la femme
à s'impliquer, à s'intégrer, qui aide aussi les hommes au niveau de la communauté à comprendre la valeur ajoutée de la femme dans ces processus ou dans l'utilisation de la forêt. Parce que la femme, elle est la première utilisatrice de la forêt. Donc, du coup, elle a beaucoup plus d'expérience, beaucoup de connaissances à partager qui peut aider à gérer durablement cette ressource. Alors, à travers le consortium que nous avons autour de la Rainforest Foundation UK, ces approches ont permis aujourd'hui à ce que en Équateur, par exemple, là où il y a déjà des CFCL mis en place, il y a des femmes, présidentes de comités de gestion, il y a des femmes présidentes des comités de suivi et évaluation. Donc, il y a des femmes qui sont... Avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas un leadership féminin au niveau des communautés. Mais aujourd'hui, avec la foresterie communautaire, avec l'expérience déjà acquis dans cette phase expérimentale, il y a vraiment des avancées, il y a l'intégration et la femme comprend au fait sa place dans la communauté en ce qui concerne la foresterie communautaire. Elle sait qu'elle a de quoi donner, elle sait qu'elle a des connaissances à partager pour aider toute la communauté à avancer, à aller de l'avant. Et les objectifs même de la foresterie communautaire qui permet à la femme de s'intégrer naturellement, parce qu'on parle de la cohésion sociale, laisse la place librement aux femmes de prendre certaines décisions. Par exemple, dans d'autres communautés où les femmes savent périodiquement quelles sont les cultures à mettre sur le sol pour avoir une rentabilité assez rapide pour aider le foyer à vivre, c'est les femmes qui, par exemple, dirigent d'autres plantations. C'est les femmes qui orientent d'autres cultures pour la survie de la communauté. Donc, c'est déjà une valeur ajoutée, c'est déjà des avantages qu'on peut épingler depuis la mise en œuvre de ces processus à travers la République. Mais en dehors de ça, il y a aussi ces leaderships-là féminins que les femmes éprouvent maintenant. Ils veulent s'intégrer, elles veulent s'investir vraiment dans la chose pour apporter un plus. Vous allez remarquer que même les femmes qui avaient auparavant, déjà de par leur façon de faire ou de par leur façon de vivre, la femme avait plus de la charge dans le travail, dans les travaux ménagers, l'agriculture, elle portait plus la charge des travail, mais la décision revenait à l'homme sur le partage des bénéfices liés aux revenus de la production même du ménage. Mais aujourd'hui, vous allez voir un homme au niveau de la communauté qui comprend que cette femme qui s'est investie dans la production, elle peut aussi s'investir dans la décision. Pourquoi? Parce que ça nous aidera à économiser, ça nous aidera à épargner pour que les enfants ne manquent de rien, pour que les enfants arrivent à se souvenir, même aujourd'hui, demain et après-demain. Vous allez voir que les hommes même commencent à pousser les femmes à intégrer lorsque nous faisons par exemple la cartographie participative, qui est une des étapes dans le processus de la foresterie communautaire, il y a les femmes cartographes qui connaissent mieux les limites de leur forêt que les hommes. Et vous allez voir que lorsque on est face à de tels exercices ou à de telles activités au niveau de la communauté, les hommes comprennent que non, nos mamans ont vraiment de la valeur. Elles ont aidé à ce que nous puissions délimiter notre espace, l'espace que nous avons demandé auprès du gouvernement ou auprès du législateur. Donc, du coup, elles ont de la valeur. Alors, nous allons certainement revenir sur vos expériences, parce que je rappelle que vous êtes dans des structures qui militent pour la protection de l'environnement, mais en mettant un accent particulier sur la femme, la place de la femme dans ce combat. Madame Néné, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Madame Labarre? Oui, bien sûr. Quid de la participation de la femme dans la foresterie communautaire? La CFLED, qui est la coalition des femmes élues pour l'environnement et le développement durable, nous sommes là, nous travaillons pour la promotion de la femme, dans la question de la tenue foncière des femmes et forestières au niveau de la République démocratique du Congo. Et pour connaître la problématique de cette marginalisation ou discrimination de la femme dans les questions des ressources naturelles, nous avons procédé par faire un état des lieux.
Et nous avons fait cet état des lieux pour voir des régimes. Parce qu'au niveau du Congo, nous avons des régimes. Les régimes matriarcats et les régimes patriarcats. Et les études ont bien démontré que ce soit du niveau matriarcat ou patriarcat, la femme n'est pas à sa place. Et nous avons pris l'exemple du Bas-Congo, nous avons pris l'exemple du Kasaï, nous avons pris l'exemple de l'Équateur et province orientale. Et cela a démontré. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé les dialogues. Nous avons commencé les dialogues au niveau des provinces, ensemble avec les chefs coutumiers, les parlementaires, l'administration, la société civile, les communautés, pour qu'ensemble, nous pouvons résoudre cette question de la participation de la femme. Et aujourd'hui, nous avons des avancées. Et ces avancées se justifient au niveau, par exemple, de l'Équateur. Nous avons aujourd'hui un édit provincial pour que la femme soit au centre des questions des ressources naturelles et la question forestière et foncière. Ça signifie qu'au niveau même, notre édit, c'est déjà promulgué, ça se trouve au niveau du journal, c'est déjà publié dans le journal officiel. Alors, et notre plaidoyer encore pour nous, de la CFLED, pour la participation de la femme, c'est que dans tous les CFSL, toutes les concessions des CFSL, aujourd'hui, nous faisons un plaidoyer pour que les femmes soient là dedans. Et nous saluons cette avancée déjà qui a commencé par ces consortiums. Au niveau de l'Équateur, nous avons au niveau de l'Olanga, les femmes qui sont héritières. Parce que cela a montré que même les femmes qui sont héritières ne peuvent pas se jouir des droits d'être héritières parce que les femmes ne peuvent pas avoir les droits sur les forêts. Mais nous avons accompagné les femmes de l'Olanga. Il y a une famille où c'est seulement une femme héritière qui possédait 200 hectares. Nous l'avons accompagnée, nous avons fait la cartographie participative et l'accompagnement juridique. Aujourd'hui, elle a les droits sur ces espaces. Nous avons accompagné aussi notre femme à l'Olanga des espaces, 700 hectares, qui étaient chaque fois tourmentés par une industrielle. Mais aujourd'hui, la femme et la lignée, tout ça se jouit de ça. Parce que nous avons arrivé au plan simple de gestion de leur espace. Au niveau du Bas-Congo, nous sommes partis à Kolofuma. Et là, c'est une femme qui est chef coutumière. Mais vous savez aussi que avant de décider, étant que femme coutumière, vous demandez à l'oncle, qui est toujours à côté pour la décision. Mais là, c'est la femme qui gère. Et aujourd'hui, cet espace-là va aller à la foresterie. Et ils ont compris que non, cette femme qui nous gère, c'est elle-là qui est notre Ndonda. Vous connaissez l'expression chez les Bas-Congo. Et on est allé jusqu'à cartographier l'espace. Et nous continuons, les projets continuent. Nous sommes allés au Kasaï. Et là, c'est avec Synchronicity Earth, qui travaille aussi ensemble avec RFN UK. Là, vous évoquez vos zones d'intervention. Oui, les activités de terrain, parce que quid de la participation de la femme. Ouais. Et vous voyez que la femme est déjà continue. Et on part au niveau du Kasaï, où le même dialogue a continué jusque-là. Et on croyait, parce que l'étude a montré que la discrimination des femmes au niveau du Kasaï, c'était, je ne sais pas comment qualifier. Et ça montrait que c'était vraiment une discrimination qui était aiguë. Et quand on est arrivé avec le dialogue, l'administration était là, le parlement provincial était là, le gouvernorat était là, les chefs coutumiers qui sont venus jusqu'au niveau des villages étaient là, ensemble, avec les femmes et tout ça. Et à la fin, ils ont reconnu, ils ont dit non, on va responsabiliser les femmes. De continuer à gérer les ressources. Et nous sommes partis à Miabi. Et là, après le dialogue, l'autorité coutumière et toute la communauté, ils ont octroyé 500 hectares. Et qui est soumis à la gestion de la communauté, mais responsabiliser les femmes. Et vous voyez, ce sont des avancées.
Cela veut dire que la foresterie communautaire nous a amené des innovations. Et nous, la société civile parle non. Quand on parle, parce qu'il y a un problème, et si le gouvernement congolais résout ces problèmes, nous on profite. Vous savez, il y a le problème d'accaparement des terres. Si aujourd'hui, toutes ces terres partaient pour les industriels, les communautés vont vivre comment? Et les femmes qui est au centre du management familial, elle va vivre comment avec les enfants? Elle va assurer l'éducation des enfants comment? Elle va assurer le social des enfants comment? Et aujourd'hui, avec la foresterie communautaire, nous pensons que, et nous croyons que les femmes est rentrée dans son travail au quotidien et dans son principal secteur. Parce qu'avant de devenir ce que nous sommes, nous venons de quelque part. Et c'est quelque part, c'est les villages et c'est les milliers. Et aujourd'hui, voici l'innovation de la foresterie communautaire. Aujourd'hui, les femmes commencent à avoir leur autorité, leur pouvoir sur les ressources. Et nous continuons le plaidoyer pour que là où se trouvent toutes les foresteries communautaires, nous sommes aujourd'hui, comme Jennifer l'a dit, 109, que les femmes trouvent leur place, soit dans les organes de prise de décision. Parce que si les femmes n'arrivent pas à être dans les organes de prise de décision, les malhonnêtes et les décisions que vous allez prendre, ça risque d'avoir des impacts sur la vie sociale, sur l'environnement et sur l'économie. Et parce que les forêts aujourd'hui, c'est la pharmacie, la forêt aujourd'hui, c'est les supermarchés, la forêt aujourd'hui, c'est l'économie. C'est tout. Et la forêt aujourd'hui, c'est tout. Et nous croyons que la gestion de la femme, c'est une gestion qui est rationnelle et que ça nécessite de la confiance des uns envers les autres. Si vous marchez ensemble, nous sommes que deux personnes sur la terre, l'homme et la femme. Et que si vous, l'homme, vous avez mal géré, il est tout à fait normal de dire à votre partenaire que maintenant c'est votre tour de gérer. Et parce que ça va nous permettre de vivre. Et c'est ce que nous demandons. Qu'aujourd'hui, que la femme gère pour le bien de la planète. Alors, avant d'arriver aux propositions, ça sera certainement la dernière partie. Je sais que vous êtes journaliste, vous parlez déjà beaucoup. Nous allons donner la parole à Mme Jennifer, qui elle, nous raconte un peu aussi l'expérience des terrains dans les zones d'intervention de votre structure. Voilà, CHDFT, bon, je parle du consortium parce que CHDFT accompagne le consortium dans la capacitation des agents de l'administration et même des agents de terrain. Alors au niveau de terrain, dans le consortium, nous sommes à l'Équateur. Nous sommes dans les villages de Ilinga, il y a les villages Bofekala-Sumba, Irebu, Bosende. Il y a pratiquement 6 ou 8 villages qui ont déjà des CFCL. Alors, ce qui est vrai, il y a eu une étude, comme l'a dit Mme Néné, de leur côté. De notre côté aussi, dans le consortium, il y a eu une étude anthropologique pour voir la quintessence de la participation de la femme dans les activités communautaires ou bien dans le processus de foresterie communautaire. Il s'est révélé que la participation était faible. La femme ne se retrouvait pas dans les organes de prise de décision, la femme était mise de côté et voire même elle était exclue automatiquement dès par le poids ou la charge qu'elle portait déjà de la famille. C'est elle qui allait chercher de l'eau, c'est elle qui doit aller chercher la nourriture, c'est elle qui cultive, c'est elle qui fait tout, pratiquement tout. Et l'homme est libre de participer dans des activités, alors la femme s'auto-exclut. On a fait un effort, vu les inégalités auxquelles fait face la femme, on a mis en place des approches qui permettent à ce que et les temps de la femme et les temps de l'homme soient capitalisés pour les renforcer en capacité, pour les faire comprendre l'importance de l'un et de l'autre dans ce que nous faisons dans la foresterie communautaire. Généralement, dans les communautés, on prenait vraiment le temps de s'organiser pour que la femme, lorsqu'elle part en forêt, au retour, on les prend en focus group et on discute pour savoir quelles sont
les enjeux ou les contraintes ou les défis auxquels elles font face. Justement, quels sont ces vrais problèmes-là? Justement, elles ont évoqué que généralement, elle a les poids du travail. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le poids du travail, la charge de la famille revient à la femme. Parce que c'est elle qui va vers la forêt. C'est elle qui va chercher la nourriture. C'est elle qui va chercher de l'eau. C'est elle qui fait pratiquement tout. Et donc, du coup, elle ne sait pas s'engager dans d'autres choses. Elle est toujours là au service de l'homme, au service de la maison. Elle ne sait pas aller dans les activités communautaires pour s'autonomiser, pour vraiment être considérée comme une plus-value dans la société. Donc, du coup, c'était là les défis, les enjeux. Et c'est ce qui a permis, ces défis-là, tout ce que nous avons discuté avec les femmes ont permis à ce que nous mettons des approches telles que des focus group, discuter avec les femmes, discuter avec les hommes pour le faire comprendre. C'est quoi la valeur de cette femme que vous laissez à la maison? C'est quoi la valeur de cette femme que vous laissez aller travailler seule? Et vous venez participer ici sans pour autant avoir une connaissance de cette femme-là qui utilise plus la forêt que vous. Vous venez participer sans pour autant savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette forêt-là? Quelles sont les périodes, par exemple, où il ne faut pas cultiver tel produit? Quelles sont les périodes, par exemple, qu'il ne faut pas faire le sarclage ou faire, faire la culture de rente, par exemple? Donc, tout ça, la femme maîtrise mieux parce que c'est elle qui est du matin au soir dans ces magasins-là. Elle sait où trouver les champignons, où trouver de l'eau, où trouver ceci ou cela. C'est vraiment le magasin, comme l'a dit Néné tout à l'heure, c'est vraiment le magasin de communauté locale et c'est la femme qui est au centre de l'utilisation de ces magasins. Alors, on ne peut pas les laisser de côté. Et on est allé, au fur et à mesure, à faire comprendre l'homme la valeur de cette femme. Et aujourd'hui, dans toutes les zones où nous intervenons, l'homme comprend, mais cela ne suffit pas. Il faut continuer, continuer encore dans les sensibilisations parce que la culture, ce n'est pas du jour au lendemain que ça part. Mais au moins, au fur et à mesure, on comprend au moins que c'est cette femme-là qui m'aide à gérer la maison et c'est elle-même qui peut m'aider à gérer ces magasins-là que nous avons, qui est la forêt. En dehors de l'Équateur, nous sommes dans le Maniema avec un de partenaires du consortium qui est Geofest et c'est pratiquement les mêmes réalités. C'est pratiquement les mêmes réalités. Donc, nous allons toujours dans les sensibilisations pour aider l'homme, en tout cas c'est lui l'acteur principal. Il faut aider l'homme à comprendre la valeur de cette femme qu'il a à la maison pour gérer et la maison et cette forêt-là qui représente la vie de la population locale, la vie des communautés. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure que le processus a commencé avec des sensibilisations intenses, aujourd'hui, en tout cas, il y a vraiment des avancées. Mais est-ce que la femme, c'est la question que je pose à vous, est-ce que la femme elle-même comprend la place qu'elle devrait jouer en principe dans ce processus? Exactement. Aujourd'hui, je peux vous le dire, dans certaines communautés que nous accompagnons, la femme comprend que j'ai des connaissances que je peux mettre au service de la communauté qui peut aider à gérer durablement cette ressource. Parce que lorsque la communauté reçoit les titres de la CFCL, on leur rappelle qu'il faut une utilisation rationnelle et durable de la ressource. Parce que cette forêt-là que vous utilisez aujourd'hui, vous l'avez héritée de vos grands-parents. Alors, vous devez laisser aussi un héritage à vos enfants. Et comment laisser l'héritage s'il n'y a pas une utilisation durable ou rationnelle? Donc, du coup, la femme elle-même, tellement qu'elle est conscientisée, elle est sensibilisée également de manière spécifique, elle comprend que je dois, de la même manière que je sais gérer à la maison, que quand il y a un peu de l'eau, on peut gérer aujourd'hui et demain pour utiliser les matins, à midi, le soir. De la même manière que je dois apporter ma contribution ou ma connaissance à gérer aussi durablement notre magasin qui est la forêt. Et vous avez des femmes qui, dans des activités, vous donnent des orientations, vous donnent des propositions qui vous permettent d'aller de l'avant. Elles vous disent, mais non, par exemple, lorsqu'ils font le plan simple de gestion, pour aller dans l'exploitation, parce qu'il y a déjà une communauté qui rentre déjà dans l'exploitation, par exemple la communauté d'Ininga, vous verrez que de femmes qui disent non mais il y a cette zone-là où il y a plus de fertilité, c'est cette zone-là qu'on doit utiliser comme zone de développement rural, parce que si on y met de produits, on y met des cultures, ça va nous donner plus de
ça va nous donner rapidement les cultures pour survivre. Mais pourtant, dans telle autre zone, la terre n'est pas vraiment trop fertile. On peut le garder pour la conservation ou la régénération naturelle des forêts. Parce qu'il faut aussi préserver ces forêts-là. Absolument. Au-delà de la valeur économique, il faut aussi une valeur écologique de la CFCL. On a dit si la CFCL était multi-usage, au-delà de la contribution à la pauvreté pour les communautés, les CFCL de communautés locales permettent aussi le maintien du climat parce qu'ils protègent les forêts, les arbres qui se trouvent dans les forêts des communautés locales. Donc cette différentes valeurs ajoutées des CFCL permettent à ce que la vie continue, permet à ce que notre climat ou notre environnement soit assaini et garanti pour les générations futures. Ça, c'est une très bonne chose. Vous allez également répondre à la même question, mais ajouter une valeur à ce que vous allez dire. Est-ce que dans vos différentes campagnes de sensibilisation, je parle de vos structures, vous mettez un accent sur les textes, sur l'enseignement des textes? Parce que naturellement, dans la plupart des cas, les gens ne sont pas très bien informés sur telle loi, sur la conservation de la nature, ou telle autre loi pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous mettez un accent particulier sur ces enseignements? Je vais commencer d'abord, est-ce que les femmes s'y connaissent? Messieurs les journalistes, je voulais dire, ça c'est un faux débat. Les femmes s'y connaissent depuis longtemps, de génération en génération. Parce que ces femmes-là, c'est eux qui assurent l'éducation depuis la naissance de qui que ce soit. Zéro. Pour arriver à ce que nous sommes, hommes et femmes, c'est cette femme-là qui a assuré la première éducation d'un être humain sur la terre. Elles ont né là où on trouve ces ressources, les forêts, et elle y reste, cette femme. Oui, bien sûr. C'est parce que son partenaire l'a négligée et elle a essayé seulement de faire un recul. C'est pas de la marginalisation. Non. Laisse-moi expliquer. Allez-y. Et donc, la femme a fait le recul. Et aujourd'hui, cette femme-là s'est levée. Et il y a un combat. Parce que nous sommes au mois de la femme. Et pourquoi la femme s'est relevée? Parce que cette femme-là qui a travaillé depuis 1856, parce que le combat a commencé là, pour qu'aujourd'hui on commence à parler, et parce qu'on est au mois de la femme, et voilà pourquoi on parle des questions de la femme, si la femme est partie prenante de la foresterie communautaire. Il y a eu un combat. La femme a dit non. Elle travaille des mois, et vous ne le payez pas. Mais aussi longtemps que c'est cette même femme, cet argent-là va servir à nourrir la famille, les enfants à la maison et à nourrir même vous qui lui fait travailler. Parce que quand vous rentrez à la maison, là, vous allez demander à manger. Donnez-moi de la nourriture. Mais s'il n'y a pas la nourriture, pourquoi tu n'as pas préparé? Mais si la femme a sa petite banque à la maison, ça signifie qu'elle va acheter la nourriture pour toi et pour les enfants. Et le combat de la femme a fait qu'aujourd'hui, que la RDC même est ratifiée au niveau international, parce qu'il y a des instruments juridiques, les lois et les conventions qui protègent les femmes. Et aujourd'hui, au niveau du pays, nous pouvons avoir cette loi de la parité. Et au niveau des instruments juridiques au sein des secteurs forestiers, comme notre ministère de l'Environnement, les ministères sectoriels tels que l'agriculture et les autres, on peut avoir l'implication de la femme. Et donc, la femme s'est réveillée et a dit non, j'ai laissé cette gestion-là à l'homme, mais je ne vois pas clair. Et donc, je vais prendre ma place que j'ai laissée à l'homme. Mais aujourd'hui, on parle des changements climatiques et tout cela. Mais où allons-nous? Et si on laisse comme ça, c'est le monde qui va périr, et même moi, et même ses enfants, et tout ça. Donc la femme s'est réveillée. Et on est là pour dire aujourd'hui que non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. La gestion là, nous devons le prendre et nous devons gérer pour nous tous
On ne gère pas seulement pour nous, parce que nous avons l'expérience de la gestion et nous faisons preuve dans nos maisons. Donc, et voilà pourquoi nous continuons pour le bien de la communauté. Alors, revenons à la question sur la méconnaissance des textes. Des textes. Est-ce que vous insistez là-dessus? La méconnaissance des textes, c'est que nous faisons. Je parle de l'expérience. Nous avons, dans le cadre des dialogues que nous avons entrepris, nous faisons des formations. Parce que les textes juridiques là existent, que ce soit au niveau international, sous-régional et national. Ce que nous avons fait pendant 5 ans, parce qu'on avait un programme qui venait de se terminer et nous avons encore notre programme pour le renforcement des capacités des femmes sur la gestion, que ce soit foncière, forestière, minière et tout cela. Là où on trouve les lois qui peuvent permettre que les femmes soient là-dedans. Parce que ce que nous avons, ce qui est sorti de nos études et que ce que nous avons relevé, c'est quoi? C'est que les dividendes ici des ressources naturelles n'arrivent pas aux femmes. Et vous ne pouvez pas réclamer quelque chose si vous ne connaissez pas les lois qui régissent les pays et qui vous donnent de l'avantage. Et voilà pourquoi il y a des sensibilisations, il y a des formations que nous faisons auprès des femmes. Les femmes connaissent, mais nous voulons savoir, est-ce que ça se trouve dans des lois? Est-ce que ça se trouve dans les textes d'application? Oui. Aujourd'hui, les lois sont impersonnelles. Et ça signifie que et les femmes, et les hommes, et les communautés locales, et peuples autochtones, nous bénéficions de ça. Et nous les faisons. Et à travers ces formations-là que nous organisons, nous avons fait ça dans les Maïndombe, nous avons fait au nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, Katanga, Maniema, Équateur. On a un programme sur ça et nous continuons. Parce que les changements de comportement, ce n'est pas une affaire d'un jour. Ça prend du temps. Parce que si quelqu'un n'est plus aux affaires, pour reprendre les affaires, ça demande que la personne soit renforcée. Et nous sommes en train de renforcer les femmes sur la question. Et voilà pourquoi nous sommes là pour parler de ça. Parce que, est-ce que nous parlons de ça? S'il y a des occasions, nous parlons. S'il n'y a pas des occasions, nous ne parlons pas parce que, vous savez que l'espace médiatique demande ce qu'il faut et tout cela, bon. Jennifer l'a dit. Ici, la porte est grandement ouverte. Jennifer l'a dit. Les femmes, nous sommes trop occupées et ici, tout la cela. Porte est ouverte. Mais nous faisons de bouche à bouche parce que dans nos maisons, on les fait toujours et on continue à les faire. Merci beaucoup. Nous allons vraiment chuter dans cette émission. Mais l'avant-dernière question, c'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que naturellement, vous faites un travail de terrain. Madame Jennifer. Il y a plusieurs difficultés. Je reviens sur la question de Nenem. Pourquoi? Parce que lié au texte, brièvement. Ouais. Pourquoi? Parce que la foresterie communautaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus légal basé sur les textes. Donc, vous ne pouvez pas parler de la foresterie sans pour autant épingler les lois, tous les outils qui l'accompagnent. Donc, du coup, la sensibilisation se base sur les textes et sur les lois d'où tire même la source même de la foresterie communautaire. Donc, on commence par sensibiliser les communautés sur les lois, sur les textes qui existent et on leur demande s'ils sont prêts à aller dans ce processus en leur montrant bien sûr les avantages d'avoir un titre qui leur garantit, qui sécurise leurs espaces coutumiers. Donc, c'est un peu ça. Les difficultés, oui, on en a eu plusieurs. Vous irez dans d'autres communautés où les communautés se disent, ils pensent généralement à une dépossession des terres. Pourquoi? Au début, Néné l'a évoqué, l'accaparement des terres, l'affaire d'accaparement des terres, on le connaît en RDC. C'est presque partout dans toutes les communautés. Il y a par exemple, aux côtés des communautés que nous accompagnons, la réserve de Tumbaledima. Il y a les parcs, il y a les réserves qui laissent les communautés dans une mauvaise image de toutes les questions liées à la forêt. Les communautés, par exemple, qui vous disent ah ben les autres sont venus comme ça et après on n'avait plus accès à nos ressources, on n'avait plus le droit d'aller dans la forêt.
Mais est-ce que la foresterie communautaire interdit l'accès aux communautés dans les espaces coutumiers? Non. La foresterie communautaire ne vient que garantir vos droits coutumiers sur vos espaces que vous possédez déjà. Donc nous allons progressivement à faire comprendre ces communautés que la foresterie ne vient pas vous interdire l'accès à vos ressources, mais plutôt vous aider à sécuriser et à utiliser rationnellement ces ressources pour que ça ne finisse pas ou que ça ne soit pas détruit. Vous voyez un peu. D'autres difficultés. Question de culture. Voilà, question de culture. Question aussi des concessions, par exemple, des concessions de production, des concessions d'exploitation de bois. Les concessionnaires viennent, ils exploitent, ils partent, la communauté n'en bénéficie de rien. Et la communauté s'est dit, oui, vous venez, mais quel bénéfice on aura? Vous leur expliquez. De la même manière que les concessionnaires, que l'exploitant forestier vient pour tirer bénéfice, de la même manière que si vous avez un titre qui vous sécurise, et même l'État qui a l'habitude, parce que déjà dès la loi Bakajika, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et c'est même État qui vous octroie perpétuellement ces CFCL n'aura plus les pouvoirs de vous déposséder de vos espaces pour l'attribuer soit à un exploitant ou alors dans un parc ou élargir les parcs. Si cela va se faire si cela va se faire pour des raisons écologiques ou des raisons qui sont bien connues ou bien définies, alors ça sera pour parler avec vous, la communauté. Ça ne sera pas de manière brusque ou de manière radicale. Donc, du coup, vous serez toujours bénéficiaire d'une manière ou d'une autre. Donc, on va de petit à petit pour faire comprendre les communautés. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai évoqué ce que j'ai épinglé tout à l'heure, les contraintes ou les difficultés que nous avons rencontrées très souvent. C'est cette méfiance-là d'être dépossédé ou d'être chasser un jour de leur propriété. C'est vraiment ça la crainte de communauté. Merci locale. beaucoup, c'est pratiquement la fin de l'émission. Le dernier mot, mais j'aimerais que vous reveniez sur les propositions que vous avez à faire parce que c'est vrai, ça va être les mêmes observations faites un peu partout, mais quelles sont les propositions que vous faites peut-être à l'État et aux communautés de base pour justement arranger les choses dans ce processus? D'abord, je commence quelques difficultés que je brièvement vais compléter. C'est que la plupart des concessions, la finalité, ils ont l'arrêté, mais après arrêté. Donc, ils n'ont plus de ressources pour accompagner les communautés à arriver à avoir un plan de développement des communautés. Et donc, les difficultés des ressources. Les ressources aujourd'hui constituent quand même un enjeu important pour les communautés, pour continuer à avoir un plan de développement de leur communauté. Pour ajouter à l'autre, notre difficulté aujourd'hui, c'est le temps qui prend. Quand les communautés soumettent la demande, l'administration prend encore le temps. Et c'est les mêmes administrations qui nous ont donné cette opportunité d'avoir les CFCL, mais aussi essayer de voir comment est-ce que vous pouvez réduire le temps. Mais quand même, il y a la réponse aussi à ça. Peut-être que nous allons commencer à procéder par ça. Le temps est parti parce que le législateur a prévu. Si le temps là, vous ne respectez pas le temps qui est prévu par les législateurs, ça signifie que déjà l'arrêté, vous avez déjà l'arrêté. Alors la proposition aujourd'hui, c'est que nous demandons à l'État, à notre État congolais, de réduire le temps possible pour octroyer les arrêtés auprès de nos communautés. Aux communautés, de s'assurer que la foresterie communautaire est là pour sécuriser leur espace et pour éviter l'accaparement des terres. Et à nos partenaires techniques et financiers, que ce soit RFN et UK, que ce soit CARPE, que ce soit Synchronicity, que ce soit RRI, que ce soit RFN Norvège, tous nos partenaires qui travaillent pour qui appuient la foresterie communautaire, DFID, Norvège et tout ça, au niveau de la République démocratique du Congo, que ce soit USAID, qui que ce soit, nous leur demandons de disponibiliser encore des ressources conséquentes pour permettre que les communautés puissent sécuriser leurs espaces
eux qu'appuyer les communautés jusqu'à voir les plans de développement pour leur permettre que la réduction de la pauvreté soit quand même faible, relativisée. Ça sera votre dernier mot. J'aimerais que vous puissiez, Madame Jennifer Labarre, donner votre dernier mot. Au fait, le dernier mot, j'aimerais ici interpeller en tout cas tous les bailleurs qui nous accompagnent, ou même l'État congolais, de ne pas laisser les communautés à leur propre sort, parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement, comme l'a dit Néné, après l'arrêté, il y a l'exploitation et la gestion, et les communautés veulent être accompagnées dans cela pour vraiment voir ce qu'on appelle développement local. Et par ailleurs, je voulais souligner aussi, comme Néné l'a dit, les temps que ça prend, cela révèle aussi de la méconnaissance de certains ou du manque de connaissance de ces textes liés à la foresterie communautaire de certains agents de l'administration. Alors, il serait important et impérieux de toujours les accompagner, parce que c'est le travail de CAGDFT, accompagner, renforcer les agents de l'administration, les sensibiliser autour des textes et des lois, et même de la périodicité requise pour l'attribution d'une CFCL, la périodicité requise pour l'approbation, par exemple, ou la validation d'un plan simple de gestion. Et tout cela, ça ne se fait pas avec les moyens de bord. On doit aller vers eux, les former, les sensibiliser. Et ça serait important pour aider au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau de la base, on accompagne. Et au niveau de l'État, c'est aussi important de toujours capaciter ces agents-là pour que le processus soit vraiment mis en œuvre de manière équitable. Merci beaucoup, Madame Jennifer Labarre. Ça sera votre dernier mot. Merci également à Madame Néné d'être venue sur ce plateau Digital Congo pour échanger sur cette question aussi importante concernant la foresterie communautaire et la participation de la femme dans ce processus. Merci à vous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro. Au revoir. Merci. Merci.